sinistrés du pavillon vert dénoncent l'attitude des autorités de la foire. Pour cette présente édition, ils ont dû payer des stands qui au départ devaient être gratuits. À notre étonnement, on nous dit que le 9 mètres carrés, il faut payer. Ils disent non, il faut payer les stands. Mais puisque nous sommes avec nos affaires, comment on va faire? On va pas charger nos affaires sur la tête. Ou bien s'arrêter aussi à côté du camion pour dire que nous allons organiser une autre foire. Bon, on s'est concerté, il faut prendre les stands, il faut les payer. Un an après l'incendie, ces sinistrés continuent d'espérer une réaction des autorités. Le respect des engagements serait déjà pas mal. C'est pas un bras de fer qu'on fait avec la direction du CICES ou bien avec l'État ou bien nous juste on est blessés et on demande juste un bon regard, un bon discours, quelque chose pour savoir où on est. Nous sommes arrivés pour certains sans marchandises dans l'espoir qu'ils allaient avoir quelque chose. Présentement où je vous parle, la plupart des sinistrés sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas comment rentrer. Je parle au nom de tous les sinistrés sénégalais, étrangers. Aucun n'a reçu 5 francs de la part du CICES. On attire l'attention du chef de l'État sur la question pour que des solutions soient trouvées. Si le président Macky Sall, il a un sentiment, au moins, pour les exposants, pour les sinistrés, burkinabés pour les sinistrés, étrangers pour les sinistrés, sénégalais, qu'il puisse faire quelque chose, qu'il intervienne. C'est lui, on veut son intervention. Ils sont au total 42 Sénégalais et 138 étrangers. Ces sinistrés réclament 652 millions de francs CFA pour leur dédommagement. Ils indexent la lenteur des autorités dans leur réaction. Qu'est-ce qu'il va mettre dans ce chapitre? 25 morts en seulement 48 heures, Talibi tire la sonnette d'alarme. Selon le directeur général de cette plateforme, le Sénégal est en train de perdre un nombre important de sa population sur les routes. Et puis l'on constate que lors des événements religieux, le nombre d'accidents de la route est toujours en hausse. Des solutions sont proposées pour régler ce phénomène. Abigail, reportage. En 48 heures, 29 individus ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Ainsi, les chiffres de 2016 risquent de dépasser ceux de 2015 selon la plateforme Talibi. Par conséquent, des mesures s'imposent pour freiner ce phénomène. Il faut une mise en place d'une coalition nationale sur la sécurité routière. Et cette coalition-là va réfléchir et mettre en place des mécanismes de sanctions pour que les contrevenants du code de la route soient purement et simplement sanctionnés ou retirés de la circulation. Parce que quand même, il y a trop de morts et c'est l'économie sénégalaise qui perd. Également aussi, ce sont nous, les citoyens, qui perdons. Par ailleurs, des innovations sont notées sur la route depuis la création de Talibi, si l'on se fie aux propos du directeur général de la plateforme. En fait, là, on accompagne les usagers de la route dans leur déplacement pour leur dire là où il y a des problèmes, pour qu'ils puissent comprendre que là c'est compliqué, je ne dois pas y aller et éviter en fait les zones accidentogènes. Parce qu'en fait aujourd'hui les gens ils ont un boussole, ils ont une sorte en tout cas de guide qui peut leur indiquer les voies les plus fluides, les voies normales pour qu'ils puissent circuler sans encombre. Parce qu'en fait en réalité une économie c'est d'abord la circulation, une économie c'est d'abord disons, une bonne mobilité des personnes et des biens. À chaque événement religieux, on enregistre un nombre important de victimes sur la route, une situation qui pousse Talibi à œuvrer pour la sécurité des usagers de la route. Nous restons dans le secteur du transport. Certains taximens ont trouvé une astuce pour gagner plus d'argent. Il s'agit du co-taxi, cette sorte de covoiturage. Selon eux, cette solution leur permet de trouver beaucoup plus de clients, des clients qui trouvent également leur compte. Seulement du côté des taximens particuliers, le discours est bien différent. Adjaranjaï. Il est devenu plus avantageux de faire le covoiturage. Pour les taximens, c'est plus facile d'avoir des clients qui préfèrent partager la même voiture en payant moins cher.
C'est vraiment difficile. Aujourd'hui, vous avez noté que le carburant est très cher et ce n'est pas facile d'avoir des clients. Du coup, nous sommes obligés de demander à ces derniers de cotiser pour qu'on puisse les amener à leur destination. C'est vraiment difficile, mais nous n'avons pas le choix. D'autres taximens se plaignent toutefois de cette pratique car ne trouvent plus leur place dans ce secteur qui a perdu son lustre datant. Cette nouvelle méthode ne fait pas notre affaire car il est très difficile de circuler et d'avoir des clients. Donc nous sommes obligés de faire comme eux, c'est-à-dire de demander aux clients de cotiser. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les clients, eux, ne voient pas d'inconvénient puisque c'est plus rentable, surtout pour la poche. Économique, c'est tout. Un taxi pour une personne, le prendre à 3 ou à 4, tu payes moins cher et puis tu vas à destination, là où tu veux, là où tu vas aller. C'est aussi simple que ça, c'est pratique, c'est économique et puis voilà quoi. Vie chère, manque de moyens ou facilité, le covoiturage est pratique et économique pour les clients. Par contre, les taximens, eux, n'ont pas le choix à cause de la rareté des clients. Atelier conjoint des experts de l'Union africaine et de l'Organisation mondiale sur la cartographie des risques en matière de corruption. Durant donc 4 jours, des experts de différents pays africains vont réfléchir sur cette problématique. Objectif, promouvoir l'éthique dans les administrations douanières. Lustina Sagna. Pendant 4 jours durant, des experts de l'Union africaine et de l'Organisation mondiale des douanes se penchent sur la cartographie des risques en matière de corruption. L'idée est de promouvoir l'éthique et l'intégration des administrations douanières. C'est un échange d'experts qui va permettre d'identifier, comme le thème l'indique, de faire une cartographie des risques. C'est-à-dire que la cartographie des risques en fait permet, en prenant une procédure par exemple, de séquencer tous les points sur lesquels il peut y avoir des risques de corruption. Donc ils vont se livrer à un diagnostic sans complaisance, à un travail d'experts qui leur permettra de faire vraiment un large tour d'horizon de l'ensemble des points sur lesquels il peut y avoir des problèmes de corruption. À en croire le directeur général de la douane sénégalaise, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention que le Sénégal déploie depuis plusieurs années. Selon lui, notre pays fait bonne figure dans le domaine de la lutte contre la corruption. Nous sommes en train de déployer tout un ensemble de procédures et de mécanismes qui vont à terme nous permettre vraiment de limiter considérablement les risques de corruption dans le cadre de l'utilisation des procédures de dédouanement. Quand je dis procédure de dédouanement, c'est aussi bien au niveau du pré-dédouanement, du dédouanement que de la phase enlèvement. Donc toutes ces séquences, toutes ces phases qui seront séquencées et dématérialisées verront en tout cas le risque de corruption amoindri. En Afrique, la corruption douanière se chiffre à plus de 500 milliards de dollars. Plus de 27 pays sont donc à Dakar pour échanger sur cette problématique afin de trouver des solutions. La Banque africaine de développement a octroyé un prêt de plus de 42 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. C'est pour financer le projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi-usage. Un projet déroulé sur l'axe Louga-Thiès-Dakar à partir de la station de Keur Momar-Sarr 3. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations dans cette zone. Djibi Sardioni. La problématique de l'accès à l'eau au Sénégal sera bientôt au mauvais souvenir. La Banque africaine de développement vient de prêter main forte à l'État du Sénégal avec un appui considérable pour le financement du projet de Keur Momar-Sarr 3. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi-usage sur l'axe Louga-Thiès-Dakar à partir de la station de Keur Momar-Sarr, dont nous procédons à la signature de l'accord de financement aujourd'hui, constitue l'intervention de la Banque au projet global de construction d'une 3e station de traitement à Keur Momar-Sarr, d'un coût total de plus de 255 milliards de francs CFA. Avec une zone d'influence couvrant environ 3 millions de personnes, ce projet va également appuyer les 20 000 producteurs évoluant dans cette zone. Le projet permettra de mobiliser 200 000 mètres cubes jour à terme et est une réponse stratégique à la forte demande en eau de Dakar et des nouveaux pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. La mise en service de KMS3 en 2021 permettra de raccorder environ 610 000 personnes supplémentaires au réseau d'eau potable, de réduire les prélèvements des nappes souterraines
en privilégiant l'exploitation des eaux de surface et de toucher 20 000 producteurs, dont 48% de femmes. Par ailleurs, l'État du Sénégal entend prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet. En réalité, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'on ait moins de difficultés et moins de pannes au niveau de Keur Momar Sarr 3, par rapport à la haute tension donc, de l'usine de Keur Momar Sarr 3, mais aussi des travaux sont prévus pour changer un petit peu les dispositions techniques au niveau de Keur Momar Sarr 3. Avec cet appui de la Banque africaine de développement visant à financer ce projet d'un montant global de 272 878 millions de francs CFA, le Sénégal pense atteindre son objectif fixé d'ici à 2025. Mais malgré tous ces efforts, le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement continue néanmoins à faire face à d'énormes difficultés. 200 millions de francs CFA ont été injectés dans le projet agri-écologique, une démarche d'ActionAid afin de soutenir les agricultures à faire face au changement climatique. D'importantes stratégies ont été dégagées au cours d'un atelier de partage entre les acteurs du secteur afin de résoudre cette problématique. Adjara Bonardi. Face au changement climatique qui constitue un véritable danger pour la sécurité alimentaire, trouver des mesures urgentes s'impose. Financé à hauteur de 200 millions de francs, le projet agroécologie veut apporter des éléments de réponse sur l'approche de résilience de notre pays par des stratégies innovantes. L'expérience d'ActionAid en matière d'agroécologie. Comme vous le savez, ce projet vise essentiellement 3 objectifs. Par rapport à l'agriculture durable, résiliente face au changement climatique, la deuxième composante, c'est notamment sur la prévention des alertes précoces. La dernière composante, c'est sur la documentation et les partages d'expériences. Le changement climatique impacte négativement sur le plan économique du pays. Une étude de vulnérabilité a permis aux acteurs du secteur de mettre en place des stratégies d'intervention pour lutter plus efficacement contre ce fléau et permettre à la population de s'adapter au changement climatique. Le changement climatique est un phénomène qui est récurrent et qui effectivement affecte notre économie, qui affecte notre agriculture, qui affecte l'élevage, qui affecte les conditions de vie des communautés. Former les communautés à ce qu'ils soient plus ou moins capacités à comprendre leurs droits et aussi à pouvoir les adresser au niveau des décideurs, les porter au niveau des décideurs. Et c'est ainsi que les stratégies que nous avons développées vont de l'adaptation à travers l'utilisation rationnelle de l'eau avec les systèmes d'irrigation, la collecte des eaux de pluie, la diversification des sources de revenus avec la petite élevage intégré avec les activités courantes des femmes. Un atelier de partage qui permettra de développer des plans d'action afin de travailler en synergie avec les intéressés qui ont souvent les mêmes idées pour porter le combat main dans la main. La procédure de financement des femmes du Sénégal, décriée par l'expert en microfinance Mansour Ndiaye, ce dernier reste convaincu que l'État du Sénégal est en train de faire du gaspillage. Il soutient qu'en banlieue dakaroise, plusieurs groupements féminins se plaignent de n'avoir pas pu bénéficier de ces financements. Mansour Ndiaye est ici au micro d'Abdoulaye Wanyanga. J'ai toujours décrié cette forme effectivement de bazarder de l'argent qui ne va pas directement à l'essentiel. J'ai toujours décrié également cet esprit partisan qui se fait autour de ces financements que l'État promeut pour les femmes. Je crois effectivement au mérite, je crois également que toutes ces femmes-là qui sont en train de mener des activités dignes de ce nom doivent être encadrées. Alors nous avons des approches, en termes d'approche également, nous avons des approches concrètes qui permettent une certaine durabilité. Le politique a un temps, mais le développement a une certaine durabilité et le développement également permet de propulser des actions qui sont pérennes dans la société. Raison pour laquelle je pense que nous l'avons vu, souvent l'État se déplace, donne 600 millions par-ci, par-là, et où même les femmes, réellement, moi les femmes, toutes les femmes que j'ai rencontrées, ces femmes-là reçoivent des financements à hauteur de 4 000 francs ou à hauteur de 20 000 francs. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'une femme peut faire avec 4 000 francs de financement. Nous sommes effectivement pour de plus amples financements aux femmes qui leur permettent effectivement de pouvoir couvrir l'ensemble des chaînes de valeur autour de leurs activités. Et ça, je pense que nous sommes là aujourd'hui pour changer d'approche et puis pour montrer également à l'État du Sénégal que la microfinance qui doit être portée par les femmes, ce n'est pas une microfinance qui bazarde de l'argent, mais c'est une microfinance qui va dans le sens de l'entrepreneuriat avec une interaction
et de façon également inclusive avec les différentes cibles que sont ces vaillantes femmes. Ouverture des journées de recherche dédiées à la comptabilité, des rencontres qui vont permettre, selon les initiateurs, de mettre en place un document d'apprentissage destiné à la formation des étudiants. Ababakar Sadir Top. Une comptabilité de référence au service de l'entreprise pour une économie en marche. Tel est l'objectif de ces journées de recherche en comptabilité, finance et gestion. Nous avons initié ces journées parce que le constat a été fait sur la domination de nos entreprises par les entreprises étrangères. Vous savez que nos économies sont dominées par des entreprises informelles. Et ces entreprises informelles, sur leur propre terrain, sont concurrencées par les entreprises étrangères. Ceci permettra au final de mettre en place un document au service de l'université. Les résultats de cette recherche doivent être enseignés dans les universités pour qu'on ait des ressources humaines de qualité en comptabilité qui non seulement assurent le contrôle, mais surtout la transparence qui est aujourd'hui une exigence extrêmement importante de nos sociétés. Les sciences de gestion permettent et ont des outils aujourd'hui qui deviennent de plus en plus performants et qui doivent être partagés et mis à disposition certainement aussi des gens de la profession. Ces journées de laboratoire de recherche en comptabilité, finance et gestion réunissent les experts de l'ordre des comptabilités de la sous-région pour une entreprise concurrente. Le directeur de cabinet du président de la République n'a pas été tendre avec l'Union des magistrats du Sénégal. Maître Oumar Youm déplore l'attitude de l'UMS qui s'oppose à l'augmentation de l'âge de retraite pour certains magistrats, âge qui passe donc de 65 à 68 ans. Il est d'avis que les magistrats n'ont pas le droit de contester le contenu ou la portée d'une loi. Voici Maître Oumar Youm. À l'égard du pouvoir judiciaire, de l'autorité judiciaire. C'est vraiment de l'imaginaire. Il n'existe pas de différent et il ne peut pas y avoir de confusion. L'État, au niveau de l'exécutif, définit par le chef de l'État la politique pénale, judiciaire, juridique et judiciaire du Sénégal. Donc le système judiciaire est défini par des lois. L'initiative des lois appartient à l'Assemblée nationale et au président de la République. Donc les magistrats n'ont pas à contester la portée d'une loi ou le contenu d'une loi. Ils doivent appliquer la loi. Et ce qui a été fait par l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République me paraît être une loi qui est une loi révolutionnaire, qui permet d'offrir à la magistrature plus d'indépendance, plus de liberté et qui permet aussi de gérer de manière rapprochée les carrières des magistrats. C'est ça qui est le plus important. Il ne faudrait pas qu'on réduise ce différend ou cette perception de vue autour de l'âge de la retraite qui est le point le plus, pour moi, le plus anodin de cette réforme qui est une réforme porteuse de progrès pour la magistrature, une réforme qui protège l'indépendance des magistrats et pour moi c'est ça qui est le plus important. Le reste, est-ce qu'il faut avoir 65 ans, 68 ans, etc. me paraît être des questions tellement périphériques que ça ne devrait même pas durer plus de 48 heures de discussion parce que simplement c'est pas raisonnable. Les magistrats ont un statut particulier, discriminatoire, par rapport au statut général des fonctionnaires qui ont la retraite à 60 ans. Donc on ne peut pas nous dire, oui, il y a une discrimination. Il y a déjà une discrimination par rapport au statut et ça se justifie. Il n'y a pas de coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack, déclaration du président de Aprobel. Selon Moussa Fall, cette structure politique n'a pas un cadre approprié pouvant réunir les leaders de cette localité autour d'une même cause. Un avis que le président du conseil départemental ne partage pas. Des précisions avec Pape Ousmane Cissé. La coalition Benno Bokk Yakaar ne marche pas. Ces propos traduisent la désunion entre leaders appartenant à la mouvance présidentielle et qui tous disent soutenir et accompagner la politique du chef de l'État dans le Sine Saloum. Cette désunion s'explique par un certain nombre de facteurs. Il y a un grand maquillage, il y a une grosse farce, il y a une sorte d'escroquerie politique qui ne porte pas son nom. Le président n'a rien compris de Kaolack. Kaolack a des spécificités. Kaolack est une région spéciale. Il faut qu'il le comprenne. Abdoulaye Wade a payé les frais en 2012. C'est ce qui s'est passé avec Abdou Diouf.
en 2000. Ceux qui se disent être les responsables de première heure, ceux qui se disent être avec vous, en réalité ne travaillent pas, ils ne sont pas en contact avec les populations. C'est ça le problème. Nous sommes sur le terrain et nous savons à quel point les populations sont en colère. Ces observations sont, selon Moussa Fall, à la base de l'origine du mal dans la coalition Benno Bokk Yakaar, une coalition qui, dit-il, ne répond plus à son nom à Kaolack. On se rend compte au niveau de Sine Saloum que le cadre n'existe pas et que nous recevons ce qu'on appelle des instructions à l'occasion des grands événements politiques comme le référendum, comme les élections locales, comme lorsque le président de la République est en visite dans la région, pour que les gens règlent d'une manière spécifique et circonstancielle le problème. Une position que ne partage pas le président du conseil départemental de Kaolack. Baba Ndiaye estime que la coalition se porte bien malgré quelques difficultés liées à la nature de certains partis politiques qui la composent. Il y a des disparités et des réalités de chaque formation politique. Et lorsque la formation politique majeure, c'est-à-dire majoritaire, a des disparités ou bien a des réalités, des spécificités, ces spécificités-là ont une influence sur la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le cas de l'APR. L'alliance de l'APR n'est pas structurée comme par exemple le Parti socialiste, où on parle de sections, de comités avant, de coordination, d'union de coordination ou d'union régionale. Malgré ces assurances, la coalition Benno Bokk Yakaar ne fait plus l'unanimité à Kaolack. La Prodel compte s'allier à d'autres formations politiques en vue des législatives. Au même moment, ceux qui se réclament leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar en appellent à la mobilisation et à la massification pour assurer au président Sall un second mandat. Le mousse d'Oli, communément appelé riz de la vallée, attire de plus en plus du monde. Des Sénégalais commencent à le préférer même au riz importé. Beaucoup estiment que le riz de la vallée est meilleur pour la santé. De leur côté, les commerçants y trouvent leur compte car c'est une denrée qui s'écoule rapidement. Un reportage signé Adjara Bonardi. Baptisé mousse d'Oli, le riz de la vallée s'impose sur le marché national avec beaucoup de succès face au riz importé. Une solution pour un Sénégal autosuffisant à l'horizon 2017 selon le président Macky Sall, une vision que la population semble bien intégrer. Le riz local est très bon. Vraiment, pour ma part, je n'ai rien à dire. Chez nous, c'est toute la maison qui l'achète pour la cuisine. C'est un riz facile à manger par rapport à l'autre. Vraiment, après la cuisson, on mange très bien. Même pour faire du riz blanc, c'est excellent. C'est facile à préparer avec de l'huile. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment le cuisiner. Mais si on est une bonne cuisinière, on peut très bien s'en sortir. En plus d'être sain, le riz local est d'une qualité supérieure face à celle du riz importé. Selon bon nombre de citoyens, ils sont une quinzaine de marques fièrement exposées dans les magasins au plus grand bonheur de la population. Le riz importé, je suis d'accord que ça amène des problèmes de santé. C'est comme s'il y a de la gomme quand on le met dans l'eau. Alors que le riz local, rien de tel. Machallah. Si on fait le constat, le riz de la vallée a plus de succès. Avant, on avait du mal à le vendre, mais maintenant, c'est vite fini. Les gens t'en redemandent même. Ils ne discutent même plus du prix. C'est meilleur pour la santé. La différence se trouve par rapport aux agriculteurs. Il y en a qui ne prennent même pas la peine de bien le faire, d'autres si. C'est pourquoi ça gâche un peu l'effort consenti par les autres. Mais le riz, il n'y a rien à dire. Si certains savent bien cuisiner le riz local, d'autres préfèrent faire le mélange des deux variétés. Les ménagères auront fort à faire pour réussir avec brio un riz digne de ce nom. Le viol se règle en famille, c'est le titre du premier roman de Hadjidja. À travers son ouvrage, l'auteur espère régler définitivement ce tabou au sein des familles. Elle encourage les victimes de viol à sortir de leur silence. Voici Hadjidja. Juste pour interpeller l'opinion publique sur un phénomène de société qui tend à se répandre de plus en plus. Donc on dit que les victimes commencent à sortir de l'ombre, mais il y a un travail colossal qui reste à faire
Et j'espère que toutes les victimes ou toutes les familles entre les mains desquelles ce livre sera posé vont réfléchir sur le thème et vont se décider à aider plus les victimes, parce qu'il y a certaines familles qui pensent que la solution c'est de régler ça en famille. On n'est pas tout à fait en désaccord avec cette attitude, mais juste dire aux familles que quand elles se décident à régler ça en famille, qu'elles se soucient plus des victimes et qu'elles aillent voir des psychologues, des psychiatres, des sociologues pour sortir les victimes de ce carcan qu'est le viol. Côté sport, l'équipe nationale du Sénégal de football a son nouvel équipementier. Après 2 ans de flottement, les Lions du Sénégal vont désormais porter des maillots de la marque Romaï. Le président de la Fédération sénégalaise de football revient sur le choix porté sur cette marque émirati, suivant les explications de Maître Augustin Senghor. Nous avons voulu travailler avec un partenaire qui était motivé, qui avait envie de nous proposer quelque chose avant la prochaine CAN. Et entre septembre, où nous les avons rencontrés au Caire, et maintenant, ils ont mis les bouchées doubles pour pouvoir nous présenter des équipements avec beaucoup de recherche. Je pense que c'est vrai, on avait des maillots Puma qui étaient quand même de qualité, mais à un moment donné, je pense qu'il faut rechercher plus, quelque chose qui colle à nos valeurs, qui colle aussi à notre image, qui colle à nos symboles. Et quand nous les avons rencontrés, donc, ils nous ont proposé des échantillons et nous sommes tombés d'accord sur ces 2 premiers jeux que vous avez vus aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais nous avons dit que pour la CAN, il nous fallait des maillots qui marquent les esprits. Et donc, vous voyez, avec le maillot à domicile, qui est le maillot blanc qu'on connaissait traditionnellement, mais sur lequel nous avons essayé de reproduire donc le lion, donc le gaïndé qui symbolise un peu notre pays. Et voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en compagnie de la DTV. Au revoir.